Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne la suite de l'examen du projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire. La discussion reprend à l'article 15 sur la question de la démographie médicale et plus particulièrement à l'amendement déposé par le sénateur communiste François Autain. Il souhaite que l'installation des médecins soit soumise à l'autorisation des agences régionales de santé. Objectif, éviter que certaines zones soient saturées alors que d'autres zones manquent cruellement de médecins. À suivre également un autre amendement déposé par le gouvernement qui vise à rétablir le caractère obligatoire des contrats santé-solidarité, une disposition qui avait été supprimée par la Commission des affaires sociales du Sénat. Bonne séance à tous. La séance est ouverte. Le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Il n'y a pas d'observation. Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour rappelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et au territoire. Au sein de l'article 15, les amendements numéros 474 à 181 ont été présentés et les avis de la Commission et du gouvernement ont été donnés. Nous en sommes donc arrivés aux explications de vote sur ces amendements. Alors, je soumets au vote de notre Assemblée le 474 de François Autain. Il y a eu 2 avis défavorables. Y a-t-il des explications de vote? Monsieur François Autain. Celui-là. Non, pas d'explication. C'est sur un autre. Je soumets cet amendement à l'approbation de notre Assemblée. Qui est pour l'adopter? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 857 rectifié qui avait été présenté par Paul Blanc et plus particulièrement par Monsieur Lamini. 2 avis défavorables. Y a-t-il une demande d'explication de vote? Qui est pour l'adopter? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 183 rectifié qui avait été présenté par notre collègue Monsieur Moret. 2 avis défavorables. Explication de vote, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier Madame la Ministre d'avoir bien voulu hier soir et tôt ce matin reconnaître la sincérité du propos de ceux qui s'inquiètent de la démographie médicale. Je voudrais à mon tour dire naturellement que je ne mets pas en cause la sincérité de son propos et je voudrais aussi rendre hommage à son courage dont elle fait généralement preuve et pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. En l'occurrence, c'est vrai que j'ai le sentiment, je maintiens mon sentiment qu'il y a un petit peu quand même dans ces dispositions un manque de courage par rapport à la situation et j'avoue que je n'ai pas été convaincu par le fait que le contrat de solidarité serait l'alpha et l'oméga de la démographie médicale. J'espère vraiment que l'avenir me donnera tort, mais c'est le sentiment que j'ai. Je voudrais en revanche dire que, pour reprendre l'expression du rapporteur, que c'est moi qui ai été outré par sa réponse, parce que ses propos ont été tout à fait caricaturaux. Personne n'a parlé hier soir de nationaliser la médecine. L'amendement qui est proposé se contente simplement, comme l'avait dit lui-même le président de la République au mois de septembre, de proposer pour les médecins le même système que celui qui est en train de se mettre en place pour les infirmières. Et je dois dire aussi que j'ai été un petit peu, et même plus qu'un petit peu, outré lorsqu'il a parlé de trous en parlant des déserts médicaux. Je crois que c'est quand même un manque de respect pour la France rurale. Alors c'est vrai qu'il a la chance d'être élu d'un département où il n'y a pas de problème de démographie médicale, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier, voire mépriser l'immensité des autres territoires. Cette réaction vraiment prouve, et j'en suis un petit peu navré, je le dis très sereinement, qu'il y a vraiment
des sujets tabous, pour ne pas dire des professions sacrées, voire des vaches sacrées, et j'en ai été, je dois dire, assez attristé hier soir, je voulais le dire. Merci. Alors je soumets cette approbation à l'approbation de notre Assemblée cet amendement 183 rectifié. Il y avait 2 avis défavorables. Madame la ministre, vous avez la parole. Ah, vous demandez un scrutin public sur le 183 rectifié. En fait, il n'y a pas de feuille. Ça va arriver, il faut dans le groupe. Ouais, c'est parce que c'est pour vérifier que fait un groupe. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le ministre. Il va être concernant l'amendement 183 rectifié. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc, contre un bulletin bleu, l'abstention un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Alors, plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos et j'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Résultat du scrutin numéro 175. L'amendement 183 rectifié à l'article 15 du projet de loi portant réforme de l'hôpital. Nombre de votants 337, nombre de suffrages exprimés 328, majorité absolue des suffrages exprimés 165, pour l'adoption 39, contre 289. Le Sénat n'a pas adopté. Ensuite, nous avons le 2 rectifié terre qui avait été présenté par notre collègue Biver. 2 avis défavorables qui est Jean-Pierre Sueur pour explication de vote. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. J'ai été extrêmement frappé par le débat qui a eu lieu hier soir. Parce que j'ai eu le sentiment, mes chers collègues, que nous revenions à des temps un peu anciens, puisque il y avait, si j'ai bien compris, les partisans de la liberté et les partisans de la coercition. Alors, si on présente les choses comme cela, naturellement, je crois qu'on ne peut pas régler le problème qui est posé. Tout le monde voit bien que la liberté d'installation, qui est bien entendu un sujet auquel les médecins sont très attachés, la liberté d'installation ne suffit pas aujourd'hui à créer le bien commun en matière sanitaire. Parce qu'il y a aussi la liberté d'être soigné et la liberté d'avoir droit à la santé, qui est une liberté qui concerne tous les citoyens de ce pays. Et alors, j'avoue ne pas très bien comprendre que dès lors que l'on pense qu'il faut que la liberté s'exerce dans le cadre de règles ou dans le cadre de la loi, on nous dit que c'est la coercition. Monsieur le rapporteur, vous avez parlé de l'idéologie socialisante qui conduirait certains à devoir se rendre dans des trous, comme a dit notre collègue Moret. J'avoue que cette notion de trou m'a aussi interrogé et que je me suis dit que pour... Comment, Monsieur le Président? Ah oui, vous avez raison de rectifier, car désert médical est plus approprié, car voyez-vous, pour nous, sénateurs, il n'existe pas des trous. Quand nous arrivons dans une commune, quelle que soit sa taille, il nous arrive de penser que c'est une commune où il y a des habitants, et il y a même, Monsieur le rapporteur et Monsieur le Président, des grands électeurs qui n'apprécieraient peut-être pas tellement qu'on considère qu'ils représentent des trous. Bon, bien. Donc, je me permets de dire ça amicalement, parce que cette question m'a choqué, mon cher collègue, avec beaucoup d'amitié. Cela m'a un peu choqué, puisque nous sommes les représentants de toutes les communes. Mais n'en faisons pas trop, vous avez raison. Bien sûr, non, mais tout à fait. Donc, d'ailleurs, Monsieur le Président, à juste titre, a rectifié. Il s'agit des déserts médicaux. Alors, justement, Madame la Ministre, vous nous avez expliqué qu'il allait y avoir des études et que les choses allaient changer parce qu'il y aurait des analyses très fines. Et puis, une fois qu'il y aurait eu des analyses très fines, on allait présenter aux futurs médecins le résultat des analyses très fines. Et une fois qu'ils auront pris conscience de la finesse des analyses, peut-être les comportements changeraient-ils et ainsi les choses s'amélioreraient-elles. Alors, Madame la Ministre, j'ai l'honneur de vous inviter dans un canton où il y a 3 médecins qui vont prendre leur retraite dans les 3 ans qui viennent. Moi, je veux bien que vous envoyiez tous les experts de votre ministère, que vous fassiez une délégation de l'IGAS, que vous veniez vous-même, mais il est assez facile de comprendre que si on ne trouve pas d'autres solutions, eh bien, il n'y aura plus de médecins dans ce canton d'ici, j'ai dit 3 ans, d'ici 5 ou 6 ans. Donc, je crois que la question des règles se pose assurément. Mais il est possible, me semble-t-il, de dépasser ce vieux clivage. J'avais vraiment l'impression que l'on revenait à une dichotomie contre laquelle moi je me suis engagé dans la politique
parce que j'en avais un peu assez d'avoir d'un côté le libéralisme à l'état pur et de l'autre l'étatisme à l'état brut. Et moi je suis un social-démocrate, voyez-vous, nul n'est parfait, mais je pense qu'il est possible de concilier le respect de la liberté et des règles qui font que l'on vit correctement ensemble, et que même s'il n'y a pas de règles, eh bien on porte atteinte à un certain nombre de libertés. Et par conséquent, il me semble, Madame la Ministre, mes chers collègues, que la bonne solution pour avancer, c'est justement la solution du contrat. Hier, je me suis permis, Monsieur le Président, de parler des contrats que l'on pourrait passer avec les étudiants. L'État financerait les études, une partie des études, il s'engagerait, ça va venir tout à l'heure, il s'engagerait à servir dans certaines zones où on a besoin d'eux. Il s'agirait d'un contrat librement consenti. Vous m'avez dit, oui, mais ça va coûter cher. Et puis, il n'est pas utile de payer les études des riches. Mais on peut mettre en place des systèmes sur critères sociaux. Ça existe. Ça a existé, ça existe et ça pourra exister. Là, ce qui est proposé par M. Moret, et nous allons soutenir son amendement de rectifier terre, ce qui est proposé, c'est qu'une fois que le schéma sera mis en place, eh bien, il y aura proposition du contrat, c'est un contrat de solidarité, contrat santé-solidarité, qui permettra finalement une solidarité des médecins à l'égard des endroits de nos concitoyens qui sont dans des endroits où il n'y a pas de possibilité d'accès aux soins. Je crois qu'il y a là quelque chose qui n'est pas coercitif, c'est un contrat. D'ailleurs, vous-même, Madame la Ministre, tout en disant que la coercition ne vous plaît pas beaucoup, et même en dénonçant la coercition, après tout, vous prévoyez de la mettre en œuvre 3 ans plus tard. On va voir cela avec l'amendement de 230 pour lequel vous avez donné votre accord. Donc, Monsieur le Président, il existe une autre voie, et je crois que la voie du contrat, mise en œuvre avec fermeté, mais aussi dans le respect des parties, est une solution pour avancer dans la voie que nous devons tracer au-delà des positions peut-être un peu caricaturales. Claude Biver, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, si nous avions déposé cet amendement, si j'avais un petit peu réfléchi à tout cela dans ma région, pour ce que je vis journellement, c'est bien parce que nous ressentons un besoin fort d'organisation. Dans la mesure où on ne peut pas, ou on ne souhaite pas pour l'instant voir bouger le numerus clausus qui serait peut-être une des solutions, nous sommes amenés à présenter un certain nombre de dispositions qui peuvent, à nos yeux en tout cas, faire évoluer notre pensée et notre action de demain. J'ai le sentiment que nous l'avons vécu, nous venons de le vivre avec le vote qui vient d'avoir lieu, qu'il y a de ce côté-là encore un travail important à faire, et j'entendais à l'instant notre collègue Sieur dire finalement on peut créer un consensus autour de moi. C'est un peu comme ça. On peut tous se mettre d'accord si vous êtes de mon avis. Alors c'était un peu ce que j'avais pensé à un moment donné, mais j'ai pas le sentiment que nous en sommes arrivés à ce point, et je dis que ce que je proposais se justifiait probablement si nous avions véritablement voté l'amendement précédent, qui portait peut-être encore un peu plus loin l'idée de réaction ou d'action, et qui nous permettait peut-être d'évoluer un petit peu. Compte tenu de tout ce qui se passe, nous comprenons très bien que l'on ait la volonté, pourquoi pas, d'habiter dans un lieu et de travailler dans un autre. On pourrait peut-être aussi réfléchir à cela. Je vois même des ruraux purs, artisans, commerçants, agriculteurs, vivre à la ville et travailler à la campagne. Eh bien, les médecins peuvent le faire. On n'y voit pas un inconvénient majeur, et si on se résumait en temps d'approche, dans certains cas, je sais que je vais plus vite à mon chef-lieu d'arrondissement que je ne vais à un arrondissement à côté de celui où j'habite à Paris.
C'est donc quelque chose qui peut encore se retraduire autrement. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que ce débat pour l'avenir apporte la volonté unanime d'y réfléchir véritablement sérieusement, à partir des éléments vécus sur le terrain, à partir de la réglementation, bien sûr, et tout le reste, et que nous puissions avoir une politique un peu commune qui nous conduise vers un début de solution, parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Moi, je crains un petit peu, je veux dire, l'apport extérieur aussi de gens qui ont professionnellement l'aptitude pour exercer, mais cela est dit dans tous les bancs de cette Assemblée que quelquefois ce n'est pas dans la même qualité. Et bien, la France a ce privilège d'être à un bon niveau médical. Et bien, je crois qu'il faut que nous essayions d'aller dans ce sens-là. Et c'est la raison pour laquelle je retirerai mon amendement, en considérant que nous avons un travail de fond encore à faire et que nous devons le faire ensemble. De rectifier terre est retiré. Le 477 de François Autain. Deux avis défavorables. Vous avez la parole, François Autain, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Donc c'est une deuxième chance pour le groupe socialiste de voter un amendement qui va dans le même sens que celui qui était déposé par Monsieur Biver, d'autant plus que je n'ai absolument pas l'intention de le retirer, bien entendu. Alors, j'en profite pour commenter les réponses qui ont été apportées par Madame le Ministre aux questions que je posais à propos de ce contrat, parce que, à la différence d'un certain nombre d'entre vous, bien sûr, je ne crois pas à l'applicabilité, à la faisabilité de ce contrat. Et les réponses qu'a apportées le ministre aux questions que je lui avais posées ne sont pas pour me faire changer d'avis, bien au contraire, parce que si j'ai bien compris, si des médecins n'ont pas la chance d'habiter loin des zones sous-médicalisées, eh bien ces médecins ont peu de chance d'être sollicités pour aller exercer dans des zones sous-médicalisées. Donc il y aura là forcément une injustice. Il y aura certains médecins qui, parce qu'ils auront cette malchance de s'être installés dans une région à proximité de zones sous-médicalisées, eux seront sollicités alors que les autres ne le seront pas parce qu'ils seront trop loin. Donc c'est un aspect parmi d'autres qui prouve que ce contrat n'est pas applicable. Alors vous avez aussi beaucoup critiqué un certain nombre de mesures que nous proposions en raison du fait que nous que nous sacrifierions la solidarité intergénérationnelle. Alors bon, je sais que vous êtes très attentif à cette solidarité entre les générations et je constate que vous ne l'êtes pas toujours, parce que quand il s'agit de financer les dépenses de la sécurité sociale, vous avez plutôt tendance à faire porter sur les générations futures le poids du déficit que les générations présentes accumulent. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez créé la CADES, qui permet ainsi aux générations futures de s'exonérer de leurs charges aux générations présentes, pardon, de s'exonérer de leurs charges sur les générations futures. On a là un exemple qui témoigne que la solidarité intergénérationnelle ne fonctionne que quand il s'agit de médecins, quand il s'agit de patients, enfin quand il s'agit de jeunes français, elle ne fonctionne pas. Donc, et alors, en ce qui concerne Monsieur le rapporteur, je suis très heureux que, concernant toutes ces mesures, il n'ait pas parlé d'idéologie communisante, puisque sinon nous nous serions sentis visés, et je comprends que les socialistes l'aient été quand vous avez parlé d'idéologie socialisante. Et moi personnellement, je suis choqué et je suis consterné de voir que le gouvernement et la majorité restent totalement inertes devant ce scandale que constituent les déserts médicaux et l'absence de mesures urgente pour s'opposer à cette situation. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, je maintiens mon amendement. Bernard Cazeau. Oui, Monsieur Biwer ayant sorti son amendement que nous soutenions, nous sommes persuadés de beaucoup de choses qu'a dit Monsieur Autain. D'abord, le contrat de solidarité, c'est quelque chose que nous souhaitons
Mais il y a encore beaucoup de brume derrière cela, parce que le problème de sa mise en place, Madame la Ministre nous a pas tellement expliqué comment on va faire les choix. Sera-t-il en fonction des résultats d'examen ou d'une liste en fin d'études? Bref, tout ceci est encore plein de points d'interrogation pour nous. Mais nous pensons qu'il faut, comme l'a dit Monsieur Sueur, qu'il faut contractualiser. Et je crois, Madame la Ministre, certes, vous avez donné beaucoup d'étendue de travail à ce pauvre directeur d'ARS, je le plains beaucoup, mais je crois que ce sera une des premières tâches qu'il va falloir faire, qu'il fasse avec ses collaborateurs, bien sûr. Une des premières tâches, c'est celle-là, parce que c'est urgent. Vous le reportez à 2012, nous pensons qu'il faudrait l'avancer. 2012, ça sera peut-être déjà un peu tard. Certes, vous voulez voir quels sont les effets des mesures que vous prenez, mais les effets des mesures que vous prenez, comme vous l'avez dit d'ailleurs, elles seront différées, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on bouge 10 ans ou 15 ans. Je veux bien prendre que nous prenions une part de responsabilité là-dedans, d'inertie dans le numerus clausus. Donc, nous souhaitons à travers l'amendement présenté par M. Autain, montrer notre volonté de contractualiser et de le faire dans les délais les plus rapides, bien sûr en fonction de la mise en œuvre de la loi. Et c'est pour ça que nous soutiendrons cet amendement. Il n'y a plus d'explication de vote. Qui est pour adopter l'amendement 477 de François Autain? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 858 rectifié de Marc Lamini. Deux avis défavorables. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Donc, pour cet amendement 858 rectifié, et puis également le suivant, 859, donc hier, le rapporteur et Madame la Ministre m'avaient donné un certain nombre d'informations, et donc au vu de ces informations, et ça vaut aussi pour le précédent 857 rectifié, puisque l'objet était tout à fait le même, hein, c'était un remplacement des mots au niveau de état des lieux régional de la démographie médicale. Bon, c'était un peu aussi le souhait de mes collègues signataires de cet amendement, Paul Blanc et Monsieur Gilles, pour justement insister sur la notion de démographie médicale. Bon, donc, mais au vu des explications qui ont été données hier, donc je retire donc ces amendements-là. Hein. Bon, il y avait antérieurement le 857 rectifié, mais c'est la même chose que pour le 858 rectifié et également le 859. Donc je les retire. Merci Marc Lamédy. Ces deux amendements sont retirés. Hervé Moret, le 180 rectifié, il y avait une sagesse de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour adopter cet amendement? François Autain. Simplement que, à mon sens, cet amendement n'a pas lieu d'être, puisque le schéma régional d'organisation des soins ne sera pas opposable. Par conséquent, effectivement, c'est un état des lieux. Donc, à mon avis, cet amendement est satisfait par le texte. Hein. Bien. Alors, qui est pour adopter cet amendement, le 180 rectifié? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 480 de François Autain, deux avis défavorables. Y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois point. Je le soumets au vote. Qui est pour l'adopter? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 626 rectifié de Gilbert Barbier, deux avis défavorables. Il est retiré? Le 626 rectifié est retiré.
Alors, nous avons deux amendements identiques, le 179 et le 230 rectifié. Nous avons celui d'Hervé Moret, donc un avis défavorable de la Commission, mais par contre un avis favorable du gouvernement. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Alain Vassel, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, sur cet amendement de suppression qui n'est pas conforme à la position de la Commission des affaires sociales telle que l'a expliqué le rapporteur hier soir, je voudrais me permettre de faire un certain nombre d'observations qui, à mon sens, devraient être prises en considération avant que nous puissions nous prononcer sur cet amendement tendant à rétablir qui refuse de signer un tel contrat. Première remarque que je voudrais présenter devant vous, mes chers collègues, la ministre nous a expliqué hier que le gouvernement ne souhaitait aller s'en tenir ni uniquement à des mesures incitatives, ni s'engager dans des mesures coercitives. En revanche, on s'oriente, semble-t-il, c'est une des interprétations que je fais, vers des mesures à caractère dissuasif, puisque si un médecin refuse de signer le contrat, il devra payer une sorte d'amende, une pénalité pour le non-respect de ce contrat. Ce qui veut dire qu'un jeune médecin qui terminera ses études et qui refusera, au bout des 3 années d'évaluation, d'aller s'installer dans une zone sous-dense par le biais d'un contrat, il devra payer une pénalité. Deuxième remarque, je considère qu'avant d'évacuer d'un revers de la main l'absence d'efficacité des mesures incitatives, je n'ai pas le sentiment que nous ayons procédé à une évaluation de l'ensemble des mesures incitatives qui ont été mises en œuvre depuis quelques années. Je rappelle, mes chers collègues, que toutes ces mesures ont été mises en place progressivement, les unes après les autres. Il n'y a pas eu, à un moment donné, la définition d'une politique incitative globale qui aurait permis d'avoir des effets réels. À chaque loi de financement de la sécurité sociale, nous y allions d'une mesure. Je pense notamment à la dernière disposition que j'avais fait adopter avec votre accord ici par la Haute Assemblée concernant les maisons de santé qui avaient fait l'objet d'un brillant rapport de la part de notre collègue Juillard. Et à l'époque, lorsque j'avais introduit dans la loi donc la nécessité d'encourager ces maisons de santé, le gouvernement lui-même était un peu frileux sur cette disposition et nous avions dû lui forcer la main pour qu'elle apparaisse donc dans la loi de financement de la sécurité sociale. Alors les maisons de santé à elles seules, les maisons médicales, ne constituent pas la mesure incitative miraculeuse qui à elle seule pourrait régler le problème. C'est un ensemble de mesures incitatives qui peuvent donner des résultats. Autre remarque, c'est que nous sommes en train de traiter la question de la même manière pour le stock et pour le flux. Alors Madame la Ministre a évoqué hier qu'il fallait jouer la solidarité intergénérationnelle. Mais mettez-vous à la place d'un jeune étudiant qui a commencé ses études il y a 10 ans et qui, 10 années après, découvre qu'il ne va pas pouvoir s'installer librement dans le territoire de son choix parce que des nouvelles mesures contraignantes viennent s'imposer à lui. Je comprendrais que l'on puisse appliquer ces mesures sur le flux, mais pas sur le stock, parce que, évidemment, la forme de contrat moral qui existait entre la société et ces jeunes étudiants est rompue. Il devrait y avoir, à mon sens, donc une prise en considération de ces situations et faire en sorte que donc ces jeunes médecins ne considèrent pas qu'ils ont été trompés lorsqu'ils se sont lancés dans ces études. Troisième considération, Monsieur le Président, et Madame la Ministre y a fait allusion, les médecins internes. Et notamment, j'ai reçu personnellement la représentante de ces médecins internes m'ont fait valoir qu'il y avait eu un manque de diffusion de l'information auprès des étudiants en ce qui concerne l'ensemble de ces mesures incitatives et qu'il ne fallait pas s'étonner de ce fait que celle-ci n'ait pas rencontré les effets attendus. Alors j'entends bien que la ministre, dans le cadre de cette loi,
a prévu des dispositions pour faire en sorte que le directeur de l'agence régionale de santé puisse assurer la meilleure diffusion possible de l'information pour que ces mesures incitatives prennent leur plein effet. Mais pourquoi ne pas attendre justement leur plein effet avant de rentrer dans des mesures à caractère un peu plus contraignantes? Et je fais partie de ceux qui pensent que la proposition qui était faite par notre collègue Sueur aurait pu être une des mesures à caractère incitatif qui aurait pu être prise en considération. Qu'est-ce que font les conseils généraux lorsqu'ils constatent qu'il manque d'assistantes sociales sur leur territoire? Des contrats ont été signés entre des jeunes étudiants prenant en charge le financement de leurs études, moyennant quoi, en contrepartie du financement de leurs études, ces étudiants qui envisagent d'exercer le métier d'assistante sociale s'engagent à travailler pour 5 années dans le département qui a accordé le financement. Pourquoi n'aurions-nous pas pu imaginer un dispositif de cette nature? Alors on nous dit que ça va coûter cher. Bon, est-ce que ça va coûter vraiment plus cher que ce que va coûter l'absence de satisfaction de l'installation de médecins dans les déserts médicaux et le contre-coup de la dépense que subit l'hôpital public, parce que vous savez bien que là où il y a des déserts médicaux, là où il n'y a pas de permanence de soins, nos administrés n'ont pas d'autre choix que d'aller à l'hôpital de proximité pour se faire soigner. Autrefois, il y avait des dispensaires qui étaient répartis sur le territoire. Enfin, je vais terminer, Monsieur le Président, en considérant qu'il faut que nous réussissions à concilier la liberté d'installation de médecins et la mission de service public que se doit d'organiser sur l'ensemble du territoire le gouvernement et l'ensemble de la représentation nationale. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, plutôt que de contraindre les médecins libéraux, de veiller à ce que le service public sur l'ensemble du territoire soit bien assuré et de proximité, de telle manière à ce que nos concitoyens puissent pouvoir bénéficier donc des services qu'ils peuvent en attendre? Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, les éléments de considération que je voulais développer devant vous, qui m'amènera à ne pas voter l'amendement qui est présenté par le gouvernement et Monsieur Moret. Madame la Ministre, vous avez la parole. D'abord, je veux remercier Alain Bassel et lui apporter un certain nombre de précisions. Effectivement, il ne faut pas critiquer les mesures incitatives au motif qu'elles ne seraient pas efficaces. Comme il l'a dit très justement, elles se sont déployées en ordre dispersé, les jeunes médecins ne les connaissent pas. Ce que nous voulons faire justement à travers l'ARS guichet unique, c'est d'avoir un interlocuteur qui fasse la diffusion de ces mesures. Et pour répondre également au sénateur à Jean-Pierre Sueur, le zonage n'est pas une solution en soi. Bien entendu, je ne suis pas stupide. Le zonage, c'est un diagnostic qui permet d'orienter des aides et d'orienter des politiques. D'orienter, par exemple, la construction d'une maison médicale pluridisciplinaire pour faire en sorte que des jeunes médecins y trouvent des conditions d'exercice attrayantes. C'est pas le zonage, évidemment, et le diagnostic du territoire qui est en lui-même une solution. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mesure coercitive, pour qu'on parle bien de la même chose? Les mesures coercitives, elles sont de 3 natures. C'est une obligation d'aller exercer en zone sous-dense. En aucun cas c'est cela. C'est deuxièmement émettre une politique qui n'est pas du tout la nôtre, c'est d'une autorisation d'exercer. Une autorisation d'exercer ici ou là qui serait donnée par l'administration sanitaire. Une mesure coercitive, troisièmement, sont des mesures de déconventionnement, c'est-à-dire de frapper non pas directement le médecin, mais de frapper sa clientèle qui n'est plus remboursée si le médecin est en zone surdense, et ce qui serait évidemment totalement injuste. En aucun cas, il ne s'agit de ces mesures qui sont la définition des mesures coercitives. Ce que nous voulons faire, ce sont des mesures incitatives, j'en ai parlé, mais nous voulons garder la possibilité d'une évaluation de ces mesures incitatives, pas renvoyer cette évaluation à une évaluation dans 10 ans, dans 15 ans, parce que les problèmes, ils sont maintenant. Donc l'évaluation, il faut qu'elle se fasse dans un délai, et ce délai, il est de 3 ans.
Et au bout de 3 ans, nous voulons nous garder la possibilité du contrat santé-solidarité, qui est une mesure incitative plus musclée. Il ne s'agit en aucun cas d'obliger les médecins à aller s'installer où ils ne veulent pas. Mais c'est en aucun cas cela, parce que dans le propos d'Alain Bassel le laisse supposer. Il s'agit que les médecins installés en zone surdense, ce qui représente à peu près 3% du territoire de notre pays et 10% des praticiens généralistes, ça ne concerne pas les spécialistes, des médecins généralistes et une partie de leur exercice à négocier avec eux qui permettent de répondre aux besoins de la population. Qu'est-ce que c'est ? Ces besoins de la population, c'est la participation aux services d'urgence, c'est le fait d'aller exercer une demi-journée en cabinet secondaire dans une zone surdense à proximité de leur cabinet d'installation. Il ne s'agit pas de les envoyer à 100 km. Dans ce maillage fin du territoire, dans ce zonage que nous allons établir, la zone surdense, elle est en limite de zone sous-dense. C'est toujours comme ça. La carte de la géographie de la médecine, c'est évidemment une carte que les spécialistes appellent en peau de léopard. Donc on est toujours à proximité de zones sous-denses. Ici, à Paris, rue de Vaugirard, il y a des zones sous-denses à 7 km d'ici, et vous les connaissez. Donc il ne s'agit pas d'envoyer les médecins à 100 ou 150 km comme je l'ai entendu. Donc c'est évidemment d'assurer par exemple un service médical dans une EHPAD. Il y a toutes sortes de moyens de s'exonérer de cette obligation de solidarité. Alors effectivement, nous proposons une redevance pour les médecins qui décideraient de ne pas faire cet exercice. C'est quand même une question de justice. Mais moi, je suis très confiante. Je suis persuadée que le paquet de mesures incitatives, dont vous avez justement dit, Alain Bassel, qu'il n'a jamais été organisé, ce paquet de mesures incitatives, moi je suis persuadée qu'il va avoir son efficacité. Donc, soyons confiants, mais ne travestissons pas ce qu'est le contrat santé-solidarité. Parole est à Jean-Pierre Fourcade. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, bien que ne connaissant pas beaucoup les problèmes de désertification, puisque dans le secteur dont je suis l'élu, il n'y a pas beaucoup de désertification, mais il y a une insuffisance de généralistes. Et il y a une difficulté à assurer les services de garde et à assurer la médecine de premier recours. Il y a 2 choses qui me gênent dans l'article que nous soumet la Commission des finances et l'amendement que vous proposez. Je ne trouve pas tout à fait naturel d'appliquer la même sanction à ceux qui refusent de signer le contrat et à ceux qui ne respectent pas les obligations. Nous fixons. C'est un plafond. Et là, vous tiendrez compte. La redevance tiendra compte de modulation. Je vous remercie, c'est ce que je souhaitais. Et deuxièmement, l'Assemblée nationale, dans ce texte, a dit que les conditions seront définies en Conseil d'État. Ce n'est pas le Conseil d'État qui fait la législation. Le Conseil d'État vérifie les décrets. Il faut donc modifier le texte et dire les conditions sont définies par un décret en Conseil d'État. Essayons de faire une législation qui soit convenable et ne votons pas n'importe quoi. Merci. Merci. Le président Nicolas About. Oui, Monsieur le Président, je remercie le président Fourcade de tout ce qu'il vient de dire, qui sont tout à fait des précisions tout à fait nécessaires et pour effectivement écrire un bon texte. Je voudrais tout de même indiquer à Madame la Ministre que contrairement à ce qu'elle vient de nous dire, ceci ne concerne pas que les généralistes, mais d'après le texte, l'ensemble des médecins donc qui sont prévus comme prestataires des soins de premier recours. Et donc qu'il y a pas seulement les généralistes dans cette affaire. Je le rappelle, les médecins de premier recours concernent d'autres gens. Il serait souhaitable aussi, Président, que nous puissions obtenir avant la CMP ce qui pourrait être prévu dans le décret. Oui, parce que oui, mais ce que je crois qui est intéressant, c'est de savoir que nous allons voter des choses qui peuvent avoir un impact ou marginal ou extrêmement important selon le rythme, la durée des vacations qui seraient imposées éventuellement aux médecins. Donc si effectivement c'est un après-midi par mois ou une fois par quinzaine, mais ça pourrait être une journée par semaine, à partir du moment où on peut imposer
ceci est de nature éventuellement à déstructurer le travail d'un professionnel. Je sais bien qu'on va nous promettre que ce sera effectivement à la marge, mais comme on a tout vu, et il n'est pas question d'aller développer une sorte de technique du sapeur camembert pour essayer de combler un trou, d'en faire un autre ailleurs. Donc il nous faut être raisonnable. Les parlementaires que nous sommes sont des gens raisonnables. Les sénateurs donc souhaitent simplement, comme ça a toujours été promis, que lorsqu'on nous parle d'un décret sur un sujet sensible, on nous en donne éventuellement le contenu avant que nous adoptions la loi définitivement. Merci, Monsieur le Président. Gilbert Barbier. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Madame le Ministre, moi personnellement, je pense qu'on joue un peu sur les mots. Parce que dire à des médecins qui sont situés en zone surdense, si vous ne signez pas un contrat de solidarité, vous paierez une amende, je crois que ça relève quand même d'une mesure tout à fait coercitive. Hein, c'est un petit peu les excès de... Si vous dépassez la vitesse sur la route, vous risquez de vous faire prendre et vous avez une amende. Alors vous me direz, elle n'est pas très forte, mais enfin, quand même, il y en a qui souhaitent l'augmenter. Moi, je pense que c'est pas le fait d'obliger un certain nombre de médecins à aller, alors je rejoins le président Abou, c'est combien de temps? C'est une fois par semaine? C'est une demi-journée? C'est une période d'une semaine? Je crois que tout ceci n'est pas à l'avantage des populations qui seront desservies. Parce que un médecin qui va aller une demi-journée, alors vous parlez de zones à couvrir qui sont très proches, à 5 ou 7 kilomètres, mais je peux vous dire qu'en milieu rural, le médecin, si on peut l'obliger à aller exercer dans une zone sous-densifiée qui se situe à 70 ou 80 kilomètres de son cabinet. Alors, je crois que tout ceci est d'un flou quand même très grand, qu'il y aurait, sans être forcément contre, en plus de ça, il y a un certain nombre de médecins qui sont installés en zone surdense, et je parle notamment aux femmes qui sont installées dans ces zones, qui exercent, qui ont des cabinets souvent à mi-temps. Quelles seront leurs obligations par rapport à cela? Je crois vouloir imposer quelque chose de général sans avoir une définition précise de quelles seront les obligations. Eh bien, je crois que c'est quelque chose qui va être dissuasif et qui posera problème. J'ajoute que Alain Vassel a soulevé un argument. Moi, pour les jeunes étudiants en médecine qui rentrent actuellement dans leurs études, qu'on leur dise au moment de s'installer, écoutez, ou ceux qui vont sortir, voilà ce à quoi vous vous exposez si vous allez vous installer dans cette zone. Mais quand même, il y a un certain nombre de médecins qui sont installés dans des zones surdenses depuis 20, 30, peut-être 40 ans. Leur dire du jour au lendemain, attendez, dans 3 ans, hop, vous allez exercer une demi-journée à l'autre bout de, peut-être pas de la France, mais du département. Je crois que la mesure paraît intéressante, mais elle mérite d'être sérieusement affinée et sans avoir de précision plus grande sur cette proposition. Moi, personnellement, je voterai contre cet amendement. Bien, nous passons au vote. Alors, nous avons 2 amendements identiques, le 179 d'Hervé Maurey. Nous avions le 230 rectifié qui avait été repris par le gouvernement. Un avis défavorable de la commission, favorable, très favorable, je rajoute le trait. Voilà, très favorable du gouvernement. Alors, qui est pour adopter cet amendement? 3, 6, 10, 13, 14, 14. Hein. Qui est contre? Ils sont adoptés. Eh bien, ces 2 amendements sont adoptés. Voilà, les 179 et 230 rectifiés sont adoptés. Alors, le 784 rectifié qui suivait, donc qui avait été présenté par Bernard Cazeau, est satisfait. Le grand 1 est satisfait. Le grand 2 tombe. Ensuite, nous passons à l'examen, aux explications de vote des 181 d'Hervé Maurey. Y a-t-il 2 avis défavorables, hein? Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Alain Vassel. Monsieur le Président, c'est pas sur cet amendement en particulier, mais juste un mot à la suite du vote qui vient d'avoir lieu. 2 remarques.
Le président Abou a eu raison d'insister sur la nécessité à l'avenir, je m'excuse d'utiliser le même terme, le même mot, la nécessité à l'avenir quand même sur des dispositions aussi sensibles dans une loi que nous puissions avoir connaissance simultanément à l'examen de la loi des décrets d'application. J'avais été moi-même à l'origine d'une proposition de loi avec mon collègue Hubert Haenel, demandant à ce que dorénavant le gouvernement, et d'ailleurs ça a été un peu repris dans le cadre de la réforme constitutionnelle, nous ayons les décrets d'application qui accompagnent les textes de loi. Donc je souhaite que le gouvernement puisse de ce débat tirer des enseignements pour qu'à l'avenir nous puissions avoir connaissance de certains décrets d'application. Parce que je crains fort que nous ayons quelques difficultés à appliquer ces dispositions. Deuxième élément, et je vais terminer par là, Monsieur le Président, j'appelle l'attention du ministre sur les difficultés qu'elle rencontrera de toute façon dans des zones sous-denses qui sont voisines de zones surdenses. Je pense notamment en milieu urbain où vous avez des quartiers sensibles et difficiles, où lorsqu'il y a besoin on a besoin d'un médecin, souvent on ne trouve plus de médecin parce qu'il y a le problème de la permanence des soins ou il y a le problème de la présence du médecin généraliste sur le territoire. Et lorsque les personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles appellent les pompiers, et quand les pompiers arrivent dans ces quartiers, c'est quelquefois pour se faire agresser, donc par des bandes de jeunes. Résultat, vous avez un certain nombre de professionnels de santé qui ne veulent plus aller travailler dans ces quartiers, et je ne pense pas que le contrat permettra de régler ce problème. Le problème est beaucoup plus compliqué que ça. Ça fait entrer des considérations beaucoup plus complexes qui nécessitera que Madame le ministre ait à travailler également avec sa collègue du ministère de l'Intérieur pour assurer la sécurité des médecins qui auront, par le biais d'un contrat, l'obligation d'aller travailler dans des quartiers sensibles et difficiles. Enfin, l'obligation, c'est pas une obligation en tant que telle, mais s'ils refusent, ils devront payer donc une pénalité. Donc, je pense que ce n'est pas aussi simple et aussi facile que cela peut le laisser sous-entendre par l'adoption de cette disposition. Mais j'ai bien entendu qu'il y aura une période de 3 années avant que la mesure s'applique, et je souhaite que nous puissions tirer un maximum d'enseignements de cette évaluation de ces 3 années avant d'aller trop rapidement dans l'application d'un décret concernant cette disposition. Hervé Moret, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Juste un mot pour rappeler l'objet de cet amendement, puisque la nuit même courte est passée depuis. J'ai le sentiment qu'en fixant la contribution à un maximum de 2 859 €, on soit vraiment dans l'ordre du symbolique par rapport au revenu d'un médecin. Et si on veut que ce contrat soit efficace, il faut vraiment qu'il y ait une mesure dissuasive pécuniaire plus élevée. Et c'est pour ça que j'ai proposé, tout en laissant naturellement au gouvernement, par le moyen d'un décret en Conseil d'État, le soin de fixer ce montant, je propose que cette somme de 2 859 € ne constitue certainement pas un plafond, mais au contraire un minimum, parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas une mesure vraiment dissuasive en termes financiers, ce contrat, il ne marchera pas, et je souhaite qu'il marche. Serge Lagauche. Pour répondre un peu à Monsieur Vassel, j'entends bien les uns et les autres, mais on a l'air de traiter les médecins comme des choses anonymes, comme ça, etc., qui s'intéressent pas à leur secteur, qui s'intéressent pas à la population, qui s'intéressent pas aux urgences, qui s'intéressent à rien, et on leur dit vous allez aller là, on va vous dire, etc., etc. Dans mon département, il y a des zones difficiles, et on a constitué, en discutant avec l'ensemble du corps médical, ce qu'on appelle les SAMI, c'est-à-dire les urgences, du samedi jusqu'à minuit et du dimanche toute la journée jusqu'à minuit. Ces SAMI, effectivement, il y avait un problème de sécurité. Les collectivités territoriales, la sécurité sociale ont accepté de participer au fait qu'il y ait du personnel en plus dans ces SAMI pour accueillir un personnel qui, à la fois, garantit une certaine sécurité au niveau du médecin. Les accords se sont faits sur l'ensemble des honoraires et le système fonctionne sans contrainte. L'ensemble des médecins du département, à quelques exceptions près, mais il y en a toujours dans une profession, ont accepté effectivement à tour de rôle de participer au SAMI et d'aller dans leur secteur. Alors les SAMI, il y en a une douzaine, sont répartis justement dans les secteurs du département, mais effectivement il a fallu discuter, il a fallu que tout le monde s'engage, mais les choses se sont faites et je pense que pour la suite,
on aura beaucoup de facilité à organiser, car les médecins ne sont pas indifférents aux déserts qui peuvent exister, aux difficultés qui existent, à condition que la discussion ait lieu, que tout le monde accepte d'y participer, et les mesures coercitives, disons qu'elles sont là pour rappeler qu'il y a une obligation, mais je crois que c'est simplement pour le rappeler et que l'ensemble des médecins sont suffisamment conscients de leur devoir en matière médicale, tout de même, pour effectivement accepter qu'il y ait des obligations qui soient revues, puisque les gardes n'existent plus, le système des gardes qu'on avait avant n'existe plus, eh bien il faut adapter l'ensemble et travailler également avec les urgences médicales. Merci Serge Lagauche. Alors, je me soumets cet amendement aux voix. Qui est pour adopter cet amendement? 2 avis défavorables. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Alors nous avons 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune, 2 amendements très proches. Je vais demander à le 475, c'est Brigitte Gontier-Morin qui nous le présente. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le rapport d'information remis à l'Assemblée nationale le 30 septembre dernier par le député Marc Bernier et portant sur les conclusions des travaux de la mission d'information sur l'offre de soins sur l'ensemble du territoire, rapport adopté à l'unanimité, débute par le constat suivant, je le cite. « Force est de constater que les Français ne sont pas égaux dans l'accès aux soins. Pire, si aucune mesure n'est prise à court terme, ces difficultés s'aggraveront du fait de la pénurie de professionnels de santé qui résulte d'une gestion très restrictive des numerus clausus dans les années 80 et 90. Nous approuvons ce constat et vous l'aurez constaté, nous avons tenté par nos amendements de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, hélas, toujours en vain. Je vous renvoie à vos refus d'adopter les amendements que nous avons déposés, notamment pour garantir l'accès des patients à des tarifs opposables. Ce rapport évoqué précédemment, très complet, a mis en lumière une difficulté quant à l'appréciation des zonages d'aide financière. En effet, les critères retenus, et j'ai particulièrement en tête la densité des généralistes, leur activité mesurée par leurs honoraires, ces critères donc n'étaient pas toujours pertinents puisque ne tenant pas compte, comme le souligne justement le rapport, des écarts de travail, des écarts de temps de travail ni des modes d'exercice particuliers. Pour les médecins salariés à temps partiel, le montant des honoraires perçus ne donne pas une idée juste de leur charge de travail. Le rapport précise également, et à raison, que les critères de densité et d'activité sont également jugés insuffisants pour refléter fidèlement la capacité de l'offre de soins de premier recours à satisfaire la demande au sein du territoire. Des critères complémentaires devraient être pris en compte. Fin de citation. Compte tenu des travaux de ce rapport, il nous a semblé pertinent de venir préciser dans la loi les critères sur lesquels sont établis ces zonages, tout en organisant la consultation des agences régionales de santé. C'est l'objet de cet amendement. Si le 726 rectifié, Bernard Cazeau. Oui, eh bien cet amendement est du même cru, sinon identique. Je crois que bon, il est important d'avoir de nouvelles références pour ces zonages, parce que déjà la Cour des comptes dans un rapport de 2007 soulignait que ce zonage était hétérogène et les méthodes utilisées n'étaient peut-être pas les meilleures. Un nouveau recensement des zones sous-médicalisées devait être achevé au 1er janvier 2007. Cet inventaire a été retardé. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il conviendrait de s'interroger sur la superposition de zonages existants, zones sous-médicalisées, zones de revitalisation rurale, zones franches urbaines. Bref, tout ceci nous a incité à essayer d'y mettre un peu d'ordre, de fixer certains critères pour ce zonage et de le soumettre pour avis, bien sûr, Madame la Ministre, à la conférence régionale de santé qui rassemblera, dès qu'elle sera mise en place, les élus locaux et les principaux acteurs du système de santé en région. Si. Alors, Monsieur le rapporteur, quelle est votre opinion sur ces 2 amendements? Monsieur le Président, nous avons déjà abordé le problème de zonage
dans le titre 4 et au niveau de l'article 26. Donc où il a été dit que ces zonages entraient dans les missions de l'Agence régionale de santé et que ces zonages doivent apparaître dans les schémas régionaux d'organisation sanitaire. Donc il n'y a pas besoin de le remettre au niveau de l'article 15. C'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci. Madame la Ministre. Oui, je vais émettre un avis défavorable sur ces amendements, mais l'amendement soulève la question des zonages et je crois qu'il est quand même important de répondre au fond. Je vais donc prendre quelques minutes, Monsieur le Président, pour expliquer les critères qui vont permettre ces zonages. Bon, les territoires, on l'a dit, certains connaissent de réelles difficultés d'accès aux soins. Un certain nombre d'aides existent. On en parlait à l'instant avec Alain Vassel. Des mesures d'État, les mesures fiscales, conventionnelles, des mesures proposées par les collectivités territoriales. Ces aides s'appliquent sur des zones diverses, également définies selon des modalités diverses. Les zones de revitalisation rurale, les zones urbaines sensibles, les zones franches urbaines, ou plus récemment des zonages qui ont été réalisés par les MRS depuis 2005. Et nous avons une certaine expérience qui a été acquise dans ce domaine et tout cela nous montre que pour être efficace, la définition du zonage d'application des mesures d'amélioration de la répartition des professionnels de santé doit respecter un certain nombre de principes. Quels principes ? Premièrement, l'équité nationale. Il faut d'abord évidemment garantir une équité de traitement et assurer la maîtrise des dépenses d'assurance maladie. Il est donc nécessaire qu'un certain nombre de règles soient édictées nationalement. Deux, des mesures qui viennent soutenir des projets locaux. Il faut également que les mesures qui sont prévues pour l'installation des professionnels soient un levier efficace pour ces porteurs de projets et en particulier les collectivités territoriales et qu'elles puissent donc s'appliquer en fonction de spécificités locales, en synergie avec des politiques d'aménagement du territoire. Et vous voyez, il faut donc respecter l'équité nationale et en même temps être un levier d'efficacité pour ces politiques locales. Troisième principe, un niveau élevé de concertation, je ne me lasserai jamais de le dire, il faut que cette concertation associe les élus, les professionnels de santé et les usagers. Alors, les zones d'application des mesures d'amélioration de la répartition géographique des professionnels de santé sont élaborées dans le cadre du SROS ambulatoire. L'organisation des soins est donc dispensée en réponse aux besoins de la population. Les schémas régionaux d'organisation des soins comportent donc ce volet ambulatoire, définissant une organisation des soins à partir d'une analyse des besoins et de l'offre en santé. Le SROS indique les implantations nécessaires pour les professionnels de santé, les maisons de santé, les centres, les pôles, les réseaux. Il détermine également dans ce contexte les zones différenciées d'application de ces mesures d'amélioration de la répartition. Cette démarche garantit que la définition des zones s'inscrit dans un territoire de santé de proximité dans lequel l'accès aux soins en ambulatoire est pensé collectivement et de façon prospective et fait l'objet d'une organisation connue de tous. Parallèlement, au niveau national, sont déterminés à la fois un socle de critères communs. J'ai à disposition de ceux qui le souhaitent en annexe toute cette définition des critères, donc des critères communs de définition des zones et une règle de répartition de la marge de manœuvre d'ajustement des zones entre régions. Celle-ci pourra être basée, par exemple, sur le pourcentage de population concernée par les différents types de zones en niveau de dotation. La définition des zones dans le cadre des territoires de proximité, d'organisation des soins en ambulatoire d'une part, la détermination de règles minimales de définition des zones et de répartition de la marge de manœuvre entre régions d'autre part, sont les deux leviers qui permettront de garantir à la fois une équité de traitement entre régions et une adaptation du dispositif aux besoins locaux. Car on est toujours dans cette même tension, équité et spécificité de réponse aux besoins. Donc voilà ce que je voulais vous dire et j'ai bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, en annexe de mon propos et à leur disposition les critères communs de définition des zones d'application des mesures de répartition géographique des professionnels de santé. Merci.
Alors, nous avons deux avis défavorables. Nous allons mettre aux voix ces amendements. Le 475 de François Autain, y a-t-il des explications de vote? Qui est pour adopter cet amendement? Qui est contre? Merci. Il n'est pas adopté. Et c'est le même vote, je considère. C'est le même vote. Il n'est pas adopté. Deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune, deux amendements identiques. Le 476, Isabelle Pasquet. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, le rapport d'information que nous venons de citer à l'occasion de la défense précédente précise ce que nous dénoncions nous-mêmes en ces lieux, que l'accès aux soins peut être limité ou rendu difficile en raison de trois critères principaux. Le premier, des difficultés d'accès aux soins dans l'espace, qui se mesurent en temps d'accès à un professionnel de santé. Des difficultés d'accès aux soins dans le temps, liées à des ruptures dans la permanence des soins, à d'importantes files d'attente, ou encore des difficultés financières dans l'accès aux soins, car manque une offre de soins aux tarifs opposables. L'amendement que nous soumettons à votre adoption tient compte de ces trois critères en tentant d'y apporter une réponse. Celle-ci repose par la précision des règles relatives aux conditions normales d'accessibilité aux soins de premier recours, car il nous semble que vouloir faire vivre un concept aussi important que l'accès aux soins de premier recours, dont on sait qu'ils sont précieux, sans en préciser dans la loi les conditions d'accès, est illusoire. Or, nous considérons que notre devoir est précisément de faire vivre les droits que la loi définit. C'est la raison pour laquelle, avec cet amendement, nous voulons préciser que pour ce qui est des difficultés relevant de l'implantation géographique, l'accessibilité doit se mesurer en termes de distance et de durée. Je vous rappelle, par exemple, que le rapport de M. Bernier préconise un temps de trajet d'une durée maximum de 30 minutes. Pour ce qui est de l'accessibilité en termes de temps d'attente, des fameuses files d'attente, nous proposons que le décret précisant l'accessibilité tienne compte de cette exigence de consultation dans un délai raisonnable. Quant aux difficultés résultant d'entraves financières, nous proposons que ce décret prenne en compte le nombre de professionnels de santé libéraux autorisés à facturer des dépassements d'honoraires. Il nous semble que notre amendement répond parfaitement aux enjeux soulevés par ce rapport. Rapport qui, d'ailleurs, a été adopté à l'unanimité. Et comme notre amendement se calque sur celui-ci, nous ne doutons pas qu'il subira le même sort. Merci. Alors, qui est-ce qui présente le 727 rectifié? Jacques Hilomène. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, notre amendement propose de fixer des règles d'accessibilité des soins de premier recours afin que la politique régionale de santé contribue effectivement à réduire les inégalités d'accès aux soins. Cette disposition pourrait constituer un excellent filet de sécurité, d'ailleurs, dans des territoires où le patient se trouve à une demi-heure, à 3/4 d'heure et peut-être bientôt à 1 heure du médecin le plus proche. Il s'agit d'une injonction aux agences régionales de santé en particulier. Elle vise à remailler les territoires et à créer une obligation de moyens et pourquoi pas de résultats dans ce domaine. L'amendement fixe donc des règles s'agissant de la distance et de la durée d'accès aux professionnels concernés, des délais dans lesquels ces derniers sont en mesure de recevoir les patients, du pourcentage, enfin, de ces professionnels autorisés à facturer des dépassements d'honoraires. Si nous sommes résolument opposés à ces derniers, nous proposons des mesures graduelles pour commencer d'en limiter le nombre. L'amendement vise donc à instituer des normes pour les délais d'accès aux soins, ce qui serait un réel progrès dans notre pays. Les services publics pour lesquels la loi précise des délais d'accès sont en effet rares. La poste et les cabines téléphoniques sont concernées. Nous proposons d'étendre une telle disposition à l'organisation du tissu des professionnels de santé. Ces règles prendront en compte l'ensemble des difficultés d'accès aux soins rencontrées par les Français, l'éloignement des professionnels de santé, les files d'attente, les dépassements d'honoraires, etc. Il est recommandé que, sauf circonstances exceptionnelles, les SROS visent à ce que les médecins généralistes de premier recours soient accessibles en 30 minutes au maximum.
Quelle est l'opinion de Monsieur le rapporteur sur ces deux amendements identiques? Monsieur le Président, merci. Juste pour rappeler à nos collègues que ça a été une discussion importante hier et que hier vous aviez admis dans l'article 14 que la proximité s'exprime en termes de distance et de temps de parcours. Je veux bien qu'on le mette dans tous les articles jusqu'à la fin du texte, mais ça me semble pas utile. Donc c'est un avis défavorable dans la mesure où c'est déjà inscrit à l'article 14. Madame la ministre, c'est le même point de vue? Défavorable sur les deux amendements. Alors nous avons deux avis défavorables sur ces amendements. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Qui est pour adopter l'amendement 476 d'Isabelle Pasquet et 727 rectifié de Jacques Hilomène? Pour? Contre? Ils ne sont pas adoptés. Le 725 rectifié, c'est Yves Daudigny qui nous le présente. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à ajouter aux ARS la mission d'accompagnement et le soutien aux opérateurs de terrain. En effet, avant d'organiser ou de contrôler, l'agence doit accompagner, faciliter la dynamique de transformation de notre système de santé. Pour cela, elle doit constituer, avec les professionnels, des outils qui rendent possible cette nouvelle organisation des soins avec l'aide des établissements et des services médico-sociaux. Ces instruments constituent en effet un socle pour que le dialogue puisse s'établir entre l'ARS et l'ensemble des acteurs de la santé, usagers et patients, professionnels et autres interlocuteurs institutionnels, élus par exemple. Un outillage renforcé permettra d'assurer un meilleur suivi des délais et la recherche de réponses mieux adaptées aux besoins et au calendrier de chaque partenaire, mise en contact, recherche d'informations, etc. La définition d'un tableau de bord de suivi de l'activité, associant par exemple expérimentation et évaluation, constituera un autre axe fort de cette coopération. Cela permettra aussi, par la mise en place d'autres outils, une meilleure organisation de soins sur le territoire incriminé. Né d'une réflexion collective sur les marges de progrès de l'institution et sur ses ambitions stratégiques, ces outils ont vocation à faire en sorte que les objectifs de chacun soient clarifiés et à soutenir le développement professionnel des agents et des experts qui s'associent aux missions de l'ARS. Outil fédérateur et démocratique pour l'ensemble des collaborateurs de l'institution en tant qu'il met en tension les services de l'ARS. La mise en place d'outils fixera la feuille de route à suivre pour les acteurs locaux de la santé. Merci. Monsieur le rapporteur. Bien, je voudrais juste dire à notre collègue Daudigny que je comprends qu'on puisse reparler des missions des ARS, puisque quand les amendements ont été déposés, nous n'avions pas encore demandé à ce que le titre 1 et le titre 4 soient discutés avant le titre 2 et le titre 3. Mais l'amendement qui est proposé donc parle des missions des ARS qui ont été définies dans l'article 26. On en a parlé toute la semaine dernière. Il nous semble satisfait. C'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Madame la ministre. Oui, les préoccupations présentées par... C'est par Monsieur Daudigny, oui. Excusez-moi, je n'étais pas tourné vers vous. J'aurais bien donné un avis de sagesse parce que ça correspond à un amendement sur lequel j'avais donné un avis positif à l'Assemblée nationale. Mais véritablement, le travail qui a été fait en commission a franchement satisfait votre amendement, Monsieur Daudigny. Donc je vais plutôt être sur l'avis de la commission et vous demander un retrait. Monsieur le Président, oui, merci. Donc, j'accepte de retirer l'amendement. 725 rectifié et retiré. Alors, nous avons deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune, plus précisément un amendement 182 rectifié bis. C'est Hervé Moret qui nous le présente. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous en venons à un amendement important. Non pas que les autres ne l'étaient pas, mais celui-là me semble particulièrement important. Certains le jugeront d'ailleurs politiquement incorrect, mais il prouvera au moins à Monsieur Autain qu'il y a aussi dans la majorité des gens qui se soucient des déserts médicaux et que vous n'avez pas le monopole de la préoccupation concernant les déserts médicaux.
Cet amendement, eh bien, il propose qu'à partir de 2017, les jeunes diplômés aillent pendant une durée de 3 ans dans un secteur sous-médicalisé. Cette proposition, elle s'appuie sur un certain nombre de constats qui ont déjà été rappelés, notamment par moi-même cette nuit, à savoir le fait que les mesures incitatives, à mon avis, ne produiront pas plus d'effet qu'elles n'en ont produit jusqu'à présent. Et je voudrais juste citer ce qui a été dit dans le rapport Bernier et Paul, l'un étant, je le rappelle, UMP et l'autre socialiste, donc on ne peut pas accuser ces rapports de parti pris. Il disait notamment: il n'est pas possible de corriger les inégalités sans cesse croissantes dans la répartition des professionnels de santé, notamment des médecins, par des mesures purement incitatives, sans que la liberté d'installation des médecins ne soit encadrée. Et je voudrais également citer un rapport de l'Académie de médecine, un rapport de mars 2007, j'ai bien dit l'Académie de médecine, qui disait: le choix de devenir médecin, écoutez-moi bien, cher docteur, le choix de devenir médecin impose un engagement de service à l'égard des malades de notre pays. En outre, la formation de chaque étudiant en médecine représente pour la société une charge financière importante, plus de 200 000 €. C'est toujours l'Académie de médecine qui parle. À l'exemple de ce qui existe pour certaines grandes écoles, il ne serait pas anormal que chaque jeune médecin consacre quelques années de son début d'activité au service de la nation. Voilà ce qui est écrit dans un rapport de l'Académie de médecine de 2007, comme quoi les médecins sont parfois lucides et ne sont pas tous aveuglés par un corporatisme extrêmement regrettable et préoccupant. Je voudrais ajouter pour terminer que cet amendement prévoit bien que ce dispositif se mettrait en place en 2017. Certains de mes collègues, comme Claude Biver, d'ailleurs, qui a sous-amendé cet amendement, trouvent que c'est un peu tardif. C'est vrai que ça me semble un peu tardif. Et si j'ai moi-même mis cette date de 2017, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que ça ne touchera pas des étudiants qui sont déjà engagés dans un cycle. Donc il n'y aura pas un effet rétroactif qu'on pourrait reprocher à cet amendement en disant: des jeunes ont engagé des études longues et difficiles et on leur impose une nouvelle contrainte. Non, ce sera uniquement pour les médecins qui s'engageront demain dans cette voie. Et dernier argument, 2017, eh bien, ça permettra de voir si les mesures incitatives dont on nous promet l'efficacité le sont réellement. Parce que si les mesures incitatives proposées par le gouvernement sont efficaces, eh bien, cette disposition n'aura pas lieu de s'appliquer. Donc il y a toutes les raisons de voter cet amendement. Merci. Claude Biver, vous nous présentez votre sous-amendement? Le ministre, je crois qu'il est déjà partiellement présenté. Mon collègue Mouret vient de dire 2 choses. Nous avions fait un amendement séparément. Nous avons constaté qu'il se ressemblait, mis à part des dates ou des délais. Et donc j'en ai fait un sous-amendement, c'est vrai. Moi je pense comme lui que on a tous, plus ou moins en fonction des études longues, une dette envers la société, et qu'à partir de là, il n'y a pas lieu de renvoyer cette dette. Moi, je sais qu'à une certaine époque, ce n'était pas la même chose, évidemment, j'en conviens, mais on m'a pas demandé mon avis pour passer 2 ans et demi en Algérie, on m'y a envoyé. Et là, c'est pas le cas. On est en train de dire, il y a un retour parce que le territoire a besoin de vous, messieurs les médecins de demain. Alors, Mouret dit 2017, et moi je disais, nul n'est censé, dit-on, d'ignorer la loi, ni même les prévisions de la loi et son évolution dans certains cas. Et je considérais qu'il valait mieux que ceci soit appliqué le jour où seraient également appliqués les textes que nous allons voter très prochainement, je pense, là maintenant. Et c'est pourquoi je disais, pourquoi 2017, pourquoi pas 2012, pourquoi pas 2010, mais peut-être 2009 si les médecins le souhaitent. Je prends acte que la médecine s'exprime pour me dire que je vois trop loin. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a quand même un besoin français, de la France entière, pour que le territoire soit arrosé normalement. Il n'y a pas non plus d'obligation pour que les médecins habitent en ville et exercent en campagne, comme le font beaucoup de sociétés qui expriment une autre profession. C'était là l'objet de mon sous-amendement.
Alors, monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement et sous-amendement? Alors, je ne vais pas recommencer comme hier soir, parce que pour l'instant, je suis encore en forme. Mais je voudrais... Oui, monsieur Autain est un spécialiste. Alors, je vais quand même répondre à monsieur Moret et à monsieur Biver. D'abord, la première chose, ce n'est pas la première fois depuis le début de ce débat que j'entends, peut-être pas obligatoirement, c'est la première fois en séance, mais en dehors de la séance, que nous entendons des reproches faits aux étudiants en médecine de faire des études en médecine pour devenir médecin. Dire clairement, si vous dites que ça coûte à la société 200 000 € pour faire un médecin, si ça vous coûte trop cher, n'en faites plus. Clairement, si vous n'en voulez plus, ben non, faites plus. Vous payez des études, l'État paye des études pour faire des directeurs d'hôpitaux, pour faire des agrégés de mathématiques, etc. Elle paye les études pour faire des médecins qui, après, rendent service à la société en exerçant leur métier. Clairement, arrêtons de dire qu'un médecin coûte 200 000 € à la société pour faire 15 ans d'études. D'abord, dans ces 15 ans d'études, les 3 ou 4 premières années sont en effet des années stériles pour la société selon votre conception, mais à partir de la 4e année, ils commencent à travailler dans les hôpitaux, ils sont un petit peu salariés à ce niveau-là, mais quand même, ils commencent à rendre des services à l'ensemble des malades. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, s'il y a en effet des zones, des secteurs géographiques qui souffrent d'un manque de médecins, il y a dans ce pays des secteurs géographiques qui ont un nombre considérable de chômeurs et où on a créé des zones franches pour les entreprises. Créons des zones franches plutôt que d'obliger les médecins à y aller, plutôt que d'obliger à faire des choses comme ça. Créer des zones franches et ils ne paieront plus d'impôts, ils ne paieront plus de ceci, ils ne paieront plus cela, puis on verra bien ce que ça peut donner. Et puis enfin, le dernier point, et excusez-moi de le dire comme je le ressens, mais la mesure que vous proposez, c'est une sorte de travail obligatoire. Non, je ne l'ai pas dit. Je l'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. Et je vous autorise à le penser, par contre. Et donc, tout cela, monsieur, ne peut avoir, de ma part, et de la Commission d'ailleurs, puisque la Commission a voté sur le sujet, qu'un avis défavorable. Également pour monsieur Biver, bien qu'il ait réduit, bien qu'il soit passé, lui, à 2012, qui finalement est encore pire. Madame la ministre. Oui, nous sommes dans ces amendements, je veux dire, Monsieur Moret, Monsieur Biver, c'est effectivement la définition des mesures coercitives dont j'avais fait le panel sur les amendements précédents. Je veux dire que je crois fondamentalement que ces mesures coercitives seront inefficaces. C'est pas que je les trouve moralement indéfendables, hein, pas du tout. Après tout, ça existe dans d'autres professions. C'est que finalement, vu la structuration de notre territoire, vu le mode d'exercice médical, cela creusera encore plus la désertification des zones rurales. Je ne vois pas du tout, étant donné les concurrences qui s'exerceront entre les différents modes d'exercice de la médecine, entre les différentes catégories de territoires, les concurrences qui s'exerceront dans l'espace économique européen au niveau des professionnels de santé, on en connaît les tensions, nous ne ferons que fuir un peu plus les médecins de l'exercice de la médecine de premier recours et nous aurons évidemment un effet désastreux à terme sur la démographie médicale. Voilà donc la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec ces amendements. Vraiment une démarche très opérationnelle, très pragmatique. Alors, 2 avis défavorables. Nous allons passer au vote. Tout d'abord sur le sous-amendement de Claude Biver. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Donc Gilbert Barbier, ensuite Claude Biver et Hervé Moret. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre, je crois qu'il s'agit là d'une mesure, premièrement, tout à fait irréaliste, sans parler de philosophie, mais obliger les étudiants à la fin de leur 3e cycle d'aller passer 3 ans dans un secteur désertifié, qu'en est-il de ceux qui envisagent de faire une spécialité? Ils reviennent en faculté après,
Ou seront-ils dispensés de cette obligation? C'est une véritable question. Deuxièmement, je ne crois pas que ça puisse ça puisse rendre service à la population. Voici des jeunes qui vont aller exercer 3 ans, qui vont prendre des malades en charge, puis après, pour des raisons personnelles, ils vont quitter cette zone et on remettra encore un étudiant en fin d'études pour une période de 3 ans. Je peux vous dire qu'au niveau du service apporté à la population de ces zones désertifiées, ça ne sera pas terrible parce que je crois que la médecine, il y a une certaine continuité, il y a une connaissance de la clientèle qui joue un rôle important et à mon avis, ce genre de proposition ira dans un sens négatif pour ces zones, non seulement dans la qualité des soins, mais aussi dans le fait qu'un certain nombre de mesures qui peuvent être, comme le rapporteur les a évoquées, pourront inciter effectivement des médecins à aller s'installer là, mais d'une manière un petit peu plus pérenne. Claude Biver. Oui, Monsieur le Président. Ça me permet en même temps d'apporter une petite réponse à mon collègue Barbier, parce que nous ne voulons pas exiger quoi que ce soit, nous voulons être bénéficiaires d'un service dont nous avons tous besoin. Et j'inverserai un peu vos propos en vous disant notre objectif second, c'est peut-être aussi d'inciter les futurs médecins à venir s'installer au départ en campagne, pour qu'ils s'y trouvent bien, dans une qualité de vie différente, et pour qu'ils y restent. On n'a pas dit qu'on les renvoyait au bout de 3 mois, ni de 3 ans. On souhaite qu'une chose, nous ne souhaitons qu'une chose, c'est qu'ils restent. Ceci étant, je reconnais qu'il y a dans notre amendement, dans mon sous-amendement également, peut-être un effet provocateur, hein, parce que le délai, parce que la difficulté s'impose. Moi, je n'ai jamais parlé de travail obligatoire. J'ai même dit que on pouvait habiter à un endroit et exercer ailleurs. Je crois qu'il y a toute liberté quand même d'agir et de s'exprimer d'une certaine manière. Mais compte tenu de tout cela, je crois que le débat a éclairé, Madame le ministre vient de nous dire aussi le côté pratique qu'elle affichait à sa réponse, en conséquence de quoi je retirerai mon sous-amendement. Le sous-amendement 1221 est retiré. C'était l'examen du projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire. Pour revoir cette séance, notre site internet publicsena.fr. Merci de votre attention et à très bientôt sur notre antenne.